Salut tout le monde, bienvenue en ce lundi 14 février 2022. Nous sommes pour le 23e épisode d'Overtime de la saison 2. Salutations à Georges-Henri, à Vladi, à Morissette qui sont déjà dans le chat. On va parler aujourd'hui du HC Sierre avec un invité et des Jeux Olympiques. C'est le menu qui vous attend pour cette émission. Et sans plus attendre, on va accueillir mes deux invités. Mon collègue Jean-Philippe Presselwenger, salut JP. Salut à tous. Et notre invité, le président du HC Sierre, Alain Bonnet. Bonjour et bienvenue monsieur le président. Bonjour, salut à tous, bonjour. Alors on va se tutoyer, hein, c'est ce qui a été décidé en coulisses, comme ça les gens ne sont pas surpris. Vous pouvez utiliser le chat pour nous parler, pour poser vos questions, que ce soit à Jean-Philippe, à moi ou à Alain, on va y répondre au maximum. Et puis sans plus tarder, messieurs, je vous propose qu'on attaque tout de suite le sujet du HC Sierre. On a décidé de parler en 3 temps du HC Sierre, l'actualité à court terme, c'est-à-dire ce qui se passe en ce moment au niveau du championnat, un peu plus sur le long terme, les perspectives pour les saisons à venir avec du moyen et du long terme. Pour commencer, le HC Sierre, Alain Bonnet est actuellement à la 6e place du classement, que l'on prend soit les points par match. On sait que c'est ce qui est pour l'instant, les points par match, c'est ce qui compte en ce moment, mais le calendrier de la Swiss League devrait aller jusqu'à son terme avec toutes les équipes qui jouent 50 matchs. Vous avez 4 points d'avance sur le HC Viège, votre rival pour la 6e place, avec 2 matchs en plus. Est-ce que le président, après 42 matchs, est satisfait de la performance de son équipe ? Oui, très satisfait. Je pense que le but, c'était d'être dans les 6. On savait tout à fait que ce serait compliqué parce que, étant donné les forces en présence au niveau de la Swiss League, on savait qu'il fallait travailler très dur pour gratter cette 6e place. Pour l'instant, on est en dessus. On verra un petit peu dans ces confrontations entre Valaisans qui pourra rester dans cette 6e place. Le derby, pour le moment, c'est compliqué, hein. Le derby, on a perdu les trois premiers derbys. On a aussi eu des entames de derby très compliquées. Hein. J'ai à l'image le premier match à Viège où après 10 secondes, on perdait déjà 1-0, 4-0 après le premier tiers. Vraiment, la clé pour le prochain derby, pour le match de demain, ce sera vraiment très bien commencer ce match dès les premières secondes. Si on revient plutôt sur la semaine qui vient de s'écouler, ça a été une semaine très chargée pour toutes les équipes de Swiss League. Vous avez eu 4 matchs au niveau du HC Sierre. Vous avez perdu contre la Stolfond à Graben. Ensuite, vous avez gagné à Holton. Vous avez perdu à Turgovie. Puis hier, vous avez cette victoire contre Langenthal. Résultat équilibré, mais c'est quand même des résultats qui peuvent être certains un peu mitigés. Oui, un peu mitigé si on regarde peut-être le résultat de lundi à la maison contre Chaux-de-Fonds ou bien contre à Turgovie. Mais après, on se rend compte que Chaux-de-Fonds, c'est quand même une équipe qui tourne très bien, qui est 3e au classement. On a fait un très bon match. Après, voilà, c'est le sport. On a perdu ce match. Après, le match de Turgovie était un petit peu plus compliqué parce que c'est vrai que c'était vraiment le match qui, si on le gagnait, nous permettait vraiment de faire un pas déjà pour cette 6e place et puis aussi se rapprocher de Turgovie. Malheureusement, on l'a perdu. Après, on se rend compte qu'avec une semaine, avec 2 gros déplacements, un déplacement à Holten et puis après suivi d'un déplacement 2 jours après à Turgovie, l'équipe était quand même un petit peu émoussée. Cette suite de matchs, là, c'est un petit peu, c'est ces matchs qui ont été replacés, recasés, mais pour des équipes qui sont semi-professionnelles, y a des gens ça doit être hyper difficile à gérer pour les joueurs, quoi, qui doivent être au boulot, qui doivent enchaîner ce rythme qui est quasiment un rythme de pro, de ce qu'on voit plutôt en National League, non? Puis je dirais même en National League, il n'y a pas beaucoup de périodes où ils font comme ça, c'est 2 matchs par semaine, un match chaque 2 jours plutôt. On a regardé sur le mois de février, sur 28 jours, on fait 15 matchs, donc c'est vraiment un rythme de fou. Après, pour nous, en tant que président de club, ma priorité, c'était vraiment de pouvoir aller au bout de cette saison. C'était important. En sortant d'une saison à huis clos, sans public, si la saison de nouveau cette année aurait dû être coupée, ça aurait pu être aussi compliqué envers nos abonnés. Donc, la priorité, c'est de pouvoir recaser ces matchs et surtout d'avoir un championnat régulier qui va à terme avec le nombre de matchs qui était prévu. Et comme ça, on a un classement qui est réaliste. Tu parlais d'une semaine chargée, celle qui vient, elle est beaucoup plus légère, avec seulement 2 matchs. Tu as déjà évoqué le derby de demain. Il y a également un déplacement à La Chaux-de-Fonds vendredi.
c'est deux grosses affiches aussi dans cette lutte pour la 6e place. Oui, tout à fait. Bon, on savait que les confrontations directes, donc mardi, Liège, après aller gratter des points à Chaux-de-France, ce serait top. Suivi de mardi d'après, de nouveau un derby à Liège. Donc ça va être peut-être un petit peu moins chargé au niveau du nombre de matchs, mais très chargé en émotions. Et puis il faudra faire le plus de points possible. Ce match de Chaux-de-Fonds, d'ailleurs, vous pourrez le suivre en direct sur MySports One. On vous rappellera ça bien évidemment en fin d'émission avec le programme de la semaine. Et puis d'ici le 5 mars, tu l'as dit, il y a le deuxième derby, le dernier derby contre Liège, mais il y a aussi 3 matchs contre les équipes les plus faibles de Swiss League. Hein. Winterthur, les Tinchino Rockets et Zug Academy, sans se projeter en se disant que c'est des matchs qui vont être gagnés facilement, ça peut permettre aussi à l'équipe de trouver peut-être un certain rythme en vue des playoffs. D'expérience, on sait que ces matchs, tous les matchs sont compliqués à jouer. Je pense qu'on a fait des très bons résultats contre Cloten à la maison ou contre Olten. C'est des équipes qui nous conviennent. Et puis, on a perdu contre Winterthur et Ticino. Donc, tous ces matchs, il faut les jouer. On sait que ce sera des matchs intenses. Plus on se rapprochera des derniers matchs, pour toutes les équipes aussi vont se préparer pour les playoffs. Donc, la priorité pour nous, c'est d'essayer d'accrocher cette 6e place et puis de ne pas avoir de casse, de blessés, parce qu'on se rend compte avec un contingent qui est peut-être un petit peu plus réduit que les autres équipes. Dès qu'il nous manque 1 ou 2 joueurs, c'est compliqué. On le voit actuellement avec Rémi Riemann qui est blessé depuis quelques temps. On a aussi... dans les blessés, on a encore Thibaut Monet qui est aussi depuis quelques temps. Donc, on est vite au niveau du contingent limité. Après, de l'autre côté, on a pu compter sur notre partenariat avec Lausanne, avec maintenant Guillaume Maillard qui est là, donc avec aussi Mathieu Vuyamo. Donc, ça nous met un peu plus de profondeur. Et également, Vuyamo. Vas-y, Jean-Philippe. Ouais, je disais, il y a Krakauskas, il y a Volejnicek, c'est tous des joueurs qui ont aussi qui ont eu le rythme de National League un moment, un peu plus longtemps évidemment. Maillard, c'est quasiment un joueur maintenant établi dans la première division. Ces licences B, ça aurait été quasiment impossible pour les clubs de Swiss League de vivre quelque part cette période de match à la suite si ces licences B n'existaient pas. On regarde aussi à la Chaux-de-Fonds, qui travaillent aussi comme... Tous les clubs sont un peu obligés de faire comme ça. Ouais, parce qu'on se rend compte que le niveau de la Swiss League est toujours plus élevé, c'est des matchs toujours plus intenses, et puis il y a de la casse, il y a des blessures, et puis le fait d'avoir ces licences B nous permet aussi de compenser un petit peu ce manque d'effectifs qui est un petit peu normal. Après, on ne peut pas avoir des contingents à plus de 30 joueurs sous contrat, donc surtout en sortant d'une saison Covid comme on l'a eu. Donc c'est vrai que c'est des licences B ces licences B nous font du bien, tout en sachant que c'est quand même compliqué de pouvoir avoir une continuité dans l'équipe s'il y a beaucoup de va-et-vient de joueurs. Tu as cité les noms de Krakauskas, de Arnold. Ça, c'est des joueurs, avec le partenariat qu'on a avec Lausanne, c'est des joueurs qui s'étaient posés pour la saison. Donc, c'était vraiment sur du long terme. Après, maintenant, un Vuyamo et puis un Maillard, on sait qu'ils seront là un moment et puis peut-être qu'ils repartiront dans quelques jours ou semaines. Vous avez également pu compter au niveau du HCCR sur Connor Hughes, le gardien de Fribourg-Gotteron. Ça permet de reposer aussi Remo Giovannini, qui est pas mal sollicité comme numéro 1. Oui, après, c'était aussi une stratégie avec le budget qu'on avait. C'était d'avoir Remo comme numéro 1, d'avoir 2 jeunes gardiens qui ne sont pas forcément prêts peut-être pour être dans le bain tout de suite en Swiss League. Le but, c'est qu'ils prennent un peu encore de la formation. Et on a ce deal maintenant depuis 2 saisons avec Fribourg, avec Connor Hughes, qui vient nous dépanner quelques matchs par saison. Parce qu'on se rend compte que là, je crois que Remo, c'est le gardien le plus utilisé de Swiss League. Il a plus de 30 matchs. Ça devient très compliqué, surtout avec cet enchaînement de matchs chaque 2 jours. Surtout si vous lui donnez 55 tirs à prendre comme l'autre soir contre Langenthal. Hein. Ouais, il nous a fait vraiment un sacré match. Remo, c'est vraiment notre assurance tout risque. Il nous a fait une très grosse partie. Et puis, c'est ça qui nous permet aussi de rester dans le match contre une très bonne équipe de Langenthal. Et puis, on a eu, j'avoue, sur le match de hier soir, un peu plus de réussite qu'eux. Et puis, ça nous a permis de passer l'épaule. Après, le score était flatteur parce qu'il y a eu 2 buts à la fin du match. Mais c'était un match très intense. Et puis, Remo nous a permis de rester dans le match jusqu'à la fin. Une question quand même là qui est plus pour le président et le dirigeant, c'est
On sait que Sierre maintenant est à la 6e place, mais est-ce que passer par les pré-playoffs, ce serait une déception? C'est toujours une déception quand on se donne des objectifs, mais je préfère passer en pré-playoff et puis passer un tour de playoff après, derrière. Donc l'année passée, on a fait une saison exceptionnelle, on est arrivé quatrième. On s'est fait éliminer par Holten en 4 matchs, ce qui était très frustrant. De l'autre côté, si on peut si on doit passer par ces pré-playoffs, si on joue contre je préférais peut-être un Holten qui nous convient peut-être un petit peu mieux qu'un Cloten, même que les deux équipes, c'est des grosses machines qui veulent monter en National League. Mais voilà, le but de la saison, ce serait de passer un tour de playoff. Alors, c'est noté. Et puis avant de parler un petit... Vas-y Jean-Philippe. Ah ouais, je disais juste, la 6e place, ça, pour l'instant, hein, les deux premiers, je pense qu'ils vont plus trop bouger avec les 107 et 101 points, là, ou 102. Et puis après, il y a la Chaux-de-Fonds, que vous allez jouer 2 fois. Et puis, c'est probablement, si vous accrochez cette 6e place, ce sera votre adversaire. On voit là que vous êtes régulièrement assez proche de cette équipe de Chaux-de-Fonds. Qu'est-ce qui va faire la différence? Bon, ce qui va faire la différence, ce sera la forme du moment. Après, je pense que pour nous, ce serait bien parce que ça reste un derby roman. Ça va faire venir aussi du monde à la patinoire si on a l'occasion de jouer contre Chaux-de-Fonds. Mais ça risque d'être une série très, très compliquée parce que Chaux-de-Fonds est une très belle équipe. Et puis ils n'ont pas cette 3e place par hasard. C'est vraiment une équipe très compétitive. Je pense que aussi le prochain match de cette semaine va nous donner aussi des bons enseignements, savoir si on pourra aussi gratter quelque chose contre eux. Ça ferait, si on voit le verre à moitié plein, ça fera une équipe romande en demi-finale. Voilà, exactement. Et puis, avant de passer à la suite, qui permettra de répondre à les questions de Vladi, comme la semaine passée, petit concours, vous pouvez gagner le maillot d'Arnaud Montandon. Je vous prouve que c'est bien le sien, puisqu'il y a le nom derrière. Question assez simple, combien de points a marqué Arnaud Montandon depuis le début de la saison? Tirage au sort parmi les bonnes réponses dans les commentaires. Le concours est valable sur Facebook uniquement. N'hésitez pas, allez-y, c'est ouvert. Et on va surveiller ça après l'émission. Quand même, on va rester concentré sur la discussion avec Alain. On va parler un petit peu plus à moyen terme. On sait que le 6 décembre dernier, le Nouvelliste a annoncé que Danny Gélina ne serait plus l'entraîneur après la saison du HC Sierre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les raisons de cette décision? Bon, c'était une réflexion qu'on a eue avec la direction sportive, c'était de voir où Danny nous a amenés. Donc, les objectifs sportifs ont été excellents. Ça, faut pas passer à côté. Je pense que grâce à Danny, on a pu monter en Swiss League. Il nous a maintenu en Swiss League la première saison assez rapidement. La saison passée, fait un excellent championnat en finissant 4e. On verra cette année jusqu'où ça va nous mener tout ça. Mais c'était une décision stratégique. Après 4 ans, on a eu des discussions, on n'a pas forcément réussi à s'entendre. Et puis après, il a fallu aussi prendre une décision pour la suite. Et puis la décision était d'arrêter la collaboration à la fin de cette saison, en essayant de finir la saison vraiment avec le meilleur succès sportif possible. On rappelle que c'était la fin de son contrat, donc il n'a pas été prolongé, c'est pas un licenciement, il n'y aura pas d'indemnité à payer de la part du HCCR à Danny Gélina pour la suite. Puis ça, vous restez en bon terme malgré tout. Non, la collaboration est excellente. Puis je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde de finir une bonne collaboration. Je tiens aussi à signaler que le HCCR, avec Danny, on a battu un record historique du nombre d'années de suite qu'un entraîneur est resté à la tête du club. Voilà, il a fait franchement un travail incroyable. On a été content de lui. Mais après, c'est aussi mon rôle en tant que président avec la direction sportive de prendre les bonnes décisions. Après, c'est l'avenir qui nous le dira. On a décidé de changer pour donner peut-être un nouveau souffle à l'équipe. Et puis, on verra. La saison prochaine nous dira si on a fait le bon choix. Vas-y, il faudra quand même quelqu'un à la bande. Là. Ça presse encore pas, mais c'est fait, c'est pas fait. On peut savoir quelque chose? Non, c'est pas encore fait. Il y a encore des discussions qui sont ouvertes. Après, même si ça va se faire dans les prochains temps, notre décision, c'est de pas communiquer avant la fin de la saison.
on a communiqué même au niveau des contrats une série de renouvellements, mais maintenant on a dit place au sport. Je pense qu'on doit se focaliser sur cette fin de saison avec cette lutte pour la 6e place et peut-être après pour ces playoffs. Donc on veut vraiment laisser, c'est aussi un respect pour le travail de tout le monde. Et puis en fin de saison, il y aura une communication qui sera faite par rapport au nouvel entraîneur, les éventuels joueurs qui viendront nous rejoindre ou bien ceux qui continueront avec nous ou pas. Voilà. C'est important d'avoir un francophone à Sierre Je pense que c'est comme coach. important. Je pense que c'est important. Après, ce n'est pas une fin en soi. La priorité, je veux dire, la priorité, c'est les capacités. Et puis, c'est quelqu'un qui doit nous convaincre et qui doit avoir une philosophie qui doit être liée entre la performance et la formation. Parce que faire que de la formation, ce n'est pas possible. Au HCR, on doit quand même avoir de la performance, trouver le juste milieu entre les deux. Et le fait de parler français donne une proximité avec les joueurs, c'est bien entendu la principale des choses, mais aussi avec notre public. On a un public aussi qui est toujours très proche de l'équipe, très proche du staff autour. Et je pense que c'est important. Et ça fait aussi partie de l'historique aussi du HCR. On a toujours eu du succès avec des entraîneurs francophones. Donc voilà, on parle du projet héritage qui a été communiqué il y a une année en arrière par rapport à la formation, mais le projet héritage, c'est aussi peut-être aussi dans cette typologie peut-être de joueurs étrangers qui viennent du Québec avec un entraîneur francophone. Mais la priorité pour le club, c'est d'avoir quelqu'un qui a les capacités de faire progresser le club. Alors, on pourrait commencer à relier les points. Québécois, francophone, libre, qui connaît le niveau supérieur, qui a des capacités. Ouais, il y a 2-3 noms qui viennent en tête déjà. Voilà, il y a quelques noms qui ont déjà aussi été cités, mais évidemment. On peut parler d'Yves Sarrault notamment, qui est sorti. Tout à fait. Et puis Vladi lui pensait à Gary Sheehan. Ouais, mais je pense que Gary Sheehan n'est pas libre. Depuis une semaine, oui. Il a encore toujours un contrat en cours. Oui, il a toujours son contrat en cours. Voilà. Il aime bien le Valais aussi, hein. Oui, tout à fait. Ouais. Ils sont venus faire le camp d'entraînement ici en Valais. On a joué contre eux aussi en préparation. Donc, ouais, tout à fait. C'est aussi quelqu'un qui est proche aussi du HCR. On a cité Yves Sarrault. On a aussi quelques autres noms. C'est vrai, le fait, on ne voulait non plus pas communiquer le non-renouvellement de Dany. Ça s'est fait par les médias. Et puis, le fait que ce soit communiqué comme ça nous a aussi ouvert d'autres portes par rapport à des autres candidats qui sont annoncés d'eux-mêmes. Voilà, nous, on va aussi prendre le temps pour avoir vraiment la bonne personne et puis qu'on estime, comme j'ai dit tout à l'heure, pour faire vraiment évoluer l'équipe. On a de beaux projets, on veut rester réaliste. Si on peut quand même faire évoluer ce HCR qui soit dans le haut de tableau à l'avenir, on va le faire. Tu parlais des joueurs, donc on n'aura pas non plus de scoop là-dessus, mais j'ai regardé un petit peu, il y a environ 11 joueurs qui sont en fin de contrat, il me semble. Est-ce que tu as mis quand même, ou le conseil d'administration du HCR a mis certaines priorités pour Christophe Fellet, le directeur sportif? La priorité, c'est la stabilité. Donc, c'est clair que même les joueurs qui sont en fin de contrat, il y a une grande majorité qu'on veut garder. C'est des discussions qui ont été ouvertes depuis déjà le mois de novembre. Il y a des joueurs qui sont encore sous contrat l'année prochaine, mais on est déjà en train de discuter. Je pense que c'est maintenant, on a quand même des très gros objectifs aussi avec la nouvelle patinoire. On veut garder cette équipe qui est stable pour de nombreuses années. Donc, Christophe Fellet est en train de travailler sur les différents dossiers. Je sais que si on veut s'élever dans la hiérarchie, que ce soit en National League ou en Swiss League, le budget, les ressources financières sont toujours le nerf de la guerre ou très souvent. En tout cas, si on veut s'y maintenir pour le long terme, est-ce que pour les années à venir, il y a des augmentations de budget qui sont à prévoir, qui sont prévues au HCCR? Oui, tout à fait. Déjà cette saison, la saison 21-22, nous avons baissé un tout petit peu l'enveloppe première équipe suite au Covid. On a été aussi très prudent. Pour la saison prochaine, on va revenir sur un niveau de la saison 20-21. Donc ça, c'est important d'avoir cette augmentation. Puis
l'horizon aussi du budget, c'est d'avoir un budget qui augmente gentiment. On va demander aussi un petit peu plus à nos partenaires. On va avoir une équipe qui grandit, mais gentiment et sans faire des folies, d'aller chercher des joueurs un peu de tous les côtés. La priorité, c'est de garder vraiment un vestiaire qui est très sain et d'avoir des joueurs qui veulent vraiment venir jouer pour le maillot et pas forcément pour le porte-monnaie. Alors, on sent la prudence et le chat échaudé il y a une dizaine d'années en arrière au niveau de la gestion financière, hein, avec les folies qui avaient été faites, la faillite du HCCR et le besoin de repartir de tout en bas pour revenir finalement en Swiss League. C'est tout à l'honneur du conseil d'administration du HCCR d'entendre ça. Oui, nous, j'ai passé sous la glace ces années de troisième, deuxième ligue, première ligue. On est parti de nouveau tout en bas. On a eu le soutien populaire, le soutien des partenaires, et ça, faut respecter. Par contre, il faut aussi avoir des ambitions. Et l'ambition, c'est quand même d'être toujours plus performant, d'avoir un budget qui augmente aussi. Mais par contre, pas faire n'importe quoi. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui, on a 3,5 millions de budget, puis l'année prochaine, on a 4,5 millions. Non, c'est de dire, ben, on va augmenter par quelques centaines de milliers de francs peut-être le budget, augmenter l'enveloppe à Christophe Felet pour l'équipe, pour la première équipe, et aussi se structurer toujours un petit peu mieux pour vraiment avoir un club qui se professionnalise dans tous les secteurs. Bon, alors, Vladi n'aura pas sa réponse puisque lui était intéressé pour Goran Bezina, savoir s'il serait toujours là l'année prochaine, mais je pense que là il y a des discussions à avoir aussi avec le joueur montaisan, puisque Alors, lui je pense qu'il a envie de rester. c'est clair que Goran, de toute façon, il ne prendra pas des décisions avant l'été. Donc, ça, Goran, c'est toujours comme ça. Donc, on va pas. Non, après, Goran, il nous fait plaisir. Il a une importance qui est incroyable dans le vestiaire. Sur la glace, il est vraiment solide. Et puis maintenant, il faut lui laisser aussi prendre le temps de finir cette saison, voir qu'est-ce qu'il va faire aussi pour la suite. Et puis, on a toujours, dans nos discussions à Goran, le but, c'était de laisser finir la saison, puis on se mettait à table une fois que tout était passé, lui laisser un petit peu de repos. Et puis, ça, c'est pas un dossier prioritaire et Goran finira sa carrière au HCR. Donc, Alors, puis si jamais vous avez loupé, il y a eu une interview avec Goran Bezina la semaine passée que vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux. Puis ceux qui nous rejoignent maintenant, il y a également un concours avec, dites-nous le nombre de points qu'a fait Arnaud Montandon depuis le début de la saison et vous pouvez gagner son maillot. Dernier sujet avec lequel qu'on voulait aborder avec toi, Alain, c'est la nouvelle patinoire. Tu l'as déjà évoqué. On rappelle un projet de patinoire sur le stade des Condémines, si je ne fais erreur, hein, le stade de foot du FC Sierre. Quel est le rôle du président dans ce projet? bon, le club est très impliqué dans ce projet. Hein. C'est un projet historique, un projet de nouvelle patinoire. Graben est très vétuste, on arrive vraiment au bout. Puis c'est aussi un projet de survie pour le club, hein, parce que bientôt, on ne sait pas jusqu'à quand on pourra jouer aussi à Graben dans le niveau Swiss League. Donc, on met beaucoup d'énergie pour ce nouveau projet. Et on a une très bonne collaboration avec la ville de Sierre qui nous soutient là-dedans. La ville de Sierre ne peut pas faire le projet, construire cette patinoire toute seule. Donc maintenant, il y a des investisseurs qui sont rentrés en discussion avec la ville et le club. Enfin, c'est bien clair qu'un investisseur va investir de l'argent pour la nouvelle infrastructure, mais va aussi vouloir mettre un petit peu sa patte dans le sportif. Et c'est pour ça qu'il y aura aussi une entrée progressive de ces investisseurs dans le capital action du club. Si on parle du délai qui avait été évoqué tout au début de ce projet, on parlait de septembre 2024. Est-ce que ça reste réaliste? Oui, non, faut être clair que là, on est plutôt. Le projet a pris un petit peu de retard avec l'arrivée des investisseurs, avec les différents contrats à signer. Il y a un délai à fin août pour le contrat d'investissement entre la ville et les investisseurs. Il y a une décision du Conseil général pour le mois de décembre de cette année et une éventuelle votation populaire en 2023. Ça reste encore ouvert si le Conseil général ne vote pas les crédits, il décide de faire une votation populaire. Et puis après, il y aura la mise à l'enquête et puis la construction de la patinoire. Je pense qu'on sera plutôt sur du 2025, 26. C'est à voir comment. C'est une année charnière. 2022 était une année charnière. Et on verra en 2023 si tout roule par rapport aux autorisations de construire et s'il y a une votation populaire. Est-ce qu'au niveau de la société Sierre Valais Sport, vous sentez, alors le soutien clairement, ça j'en doute absolument pas, mais
est-ce qu'ils sont prêts à avoir la patience de subir quelque part le processus démocratique? Oui, ils sont tout à fait conscients. Donc ça, ils sont clairs qu'en venant dans ce projet, c'est un projet qui est du public-privé, ça prend un petit peu plus de temps. Il y a un endroit qui est juste magnifique, l'endroit de Condé-Mines pour construire une patinoire. Il y a aussi des autres possibilités de faire aussi un petit peu de l'immobilier autour. Il y a un projet qui est juste incroyable, une implantation de patinoire qui reste en ville, à 10 minutes de la gare. Ils sont conscients de ça, ils sont surtout conscients qu'il faudra peut-être être un petit peu plus patient. Dans les premières discussions, il fallait aller très vite, mais on se rend vite compte qu'il y a beaucoup de tenants et aboutissants dans ce dossier. Et puis, il faudra être patient, mais pas trop. Et puis, de tous les côtés, on met en tout cas toute l'énergie possible pour aller le plus vite possible. On rappelle que le projet sur le stade des Condé-Mines, c'est parce qu'il y a un nouveau stade de foot qui est construit en ville de Sierre pour déménager le FC Sierre. Donc il y a le terrain qui se libère pour soit de l'immobilier, soit une patinoire. Vladi avait une question un peu dans le même sens que Jean-Philippe, c'est est-ce que Chris McSorley est toujours motivé dans le domaine de l'investissement pour la patinoire? Est-ce que tu as des contacts réguliers aussi avec lui ou c'est vraiment le groupe d'investisseurs en général, vu qu'il fait partie de ce groupe? Non, non, ça passe vraiment par Chris Maxwell. C'est lui qui est le leader là-dedans. Donc, c'était important aussi qu'on fasse ces lettres d'intention, qu'il cherche, parce qu'après, il y a un groupe d'investisseurs qui doit aussi chercher d'autres personnes. Il y a l'implantation de la patinoire. Donc, en fait, on est trois parties à discuter. Donc, il y a les investisseurs et le club pour tout ce qui est sportif et aussi les besoins pour la patinoire. Et puis, le gros des discussions, c'est les investisseurs et la ville. Chris est quelqu'un qui a une vision, qui a toujours voulu faire quelque chose en Valais. Puis je pense qu'on a vraiment le bon endroit ici à Sierre pour avoir un outil qui nous permettrait peut-être à l'avenir de rêver à de la National League. Vous parliez, le groupe dont on parlait tout à l'heure quand on parlait justement de Sierre Valais Sport, c'est un tiers du capital action qui devrait être aux mains des investisseurs, c'est juste? Oui, tout à fait. Le capital action du club, on fera une augmentation de capital action. Voilà, c'était la prochaine question. Ouais. Ouais. On part sur des augmentations de capital action parce que mon but, c'est vraiment on ne veut pas faire des ventes d'actions, on veut faire vraiment renforcer les bases du club. Et pour renforcer les bases, il faut avoir un capital action qui soit un petit peu plus fort. Et c'est pour ça que on passera toujours par des augmentations de capital action. On connaît hein, l'identité forte du HCCR, c'est quand même très, très lié aux gens d'ici, si j'ose dire, puisqu'on n'y est pas, moi, mais toi, oui. C'est vraiment les gens de la ville, autour de la ville, qui sont très fidèles. Comment ça a été accueilli, cette entrée dans le capital action je ne veux pas parler d'étrangers, parce qu'il y a du Valais dans Sierre Valais Sport, évidemment, mais d'un leader comme Chris Maxorley, qui était Chris Maxorley égale Genève, c'était ça avant. Maintenant, les choses ont un peu changé, mais comment est-ce que tes sponsors, on va dire, de base, tes supporters hyper fidèles, comment ils ont pris cette arrivée un petit peu externe? Voilà, j'étais étonné en bien parce qu'on ne sait jamais, hein, comme quand ça passe tout ça dans les médias, mais c'était très positif parce que les gens se rendent compte qu'on a déjà de la chance d'avoir des investisseurs qui s'intéressent à mettre de l'argent dans un projet de patinoire à Sierre. Et sans ces personnes-là, on ne pourrait pas avoir une patinoire qui nous permettrait d'évoluer. C'est clair que la ville de Sierre n'a pas les moyens de nous construire une patinoire, même une patinoire aux dimensions de Swiss League. On a nos premiers projets, c'était autour des 30-40 millions. Même ça, c'était compliqué pour la ville. Donc, je trouve que c'était des retours très positifs de nos supporters. Après, de notre côté, notre rôle en tant que conseil d'administration, c'est de mettre des garde-fous. Donc, le but, c'était si tout à coup, si lors du projet, on devrait revenir en arrière, c'était aussi de pouvoir récupérer le club, c'était de garantir aussi des positions, pas de membres dans le conseil d'administration, des membres de Valaisans. C'est important parce que je pense que le club doit toujours être entouré de gens qui connaissent bien la réalité économique et nos supporters. Donc, c'était important pour nous de mettre un petit peu ces quelques points dans les différents contrats d'investissement. Et puis, les personnes dans Valais Sport SA sont aussi tout à fait conscientes qu'ils ont besoin de tout le monde pour arriver au bout de ce projet. Il y a eu une interrogation dans le chat. Est-ce que le nom du HCCR risque de changer une fois que la patinoire est prête avec ses investisseurs externes?
Pourquoi On échanger? va. Allez, pensez à HC Valais, mais il y a déjà le HC Valais de l'autre côté, plus bas Ah avec ouais. Non, non. l'association entre Sion et Martigny. Après, on va pas dire non catégoriquement, tout peut aller, je veux dire, ça va très vite, mais le but c'est de garder un HCR. On a même mis aussi dans les discussions avec les investisseurs, c'est de construire une patinoire acière. Donc c'est clair que le HCR doit jouer acière, et parce que vous savez, on a aussi vu avec c'était plutôt sur le côté de la NHL, des franchises, mais ça peut aussi arriver avec différents clubs. Hein. Si on décide de déplacer un club dans une autre ville, c'est aussi possible. Hein. Donc non, nous, la priorité, c'est d'avoir une nouvelle patinoire racière avec une patinoire qui nous permet d'évoluer, de grandir et d'accueillir aussi beaucoup mieux nos spectateurs, nos sponsors, et puis d'avoir une équipe toujours plus compétitive. Ça, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que une nouvelle infrastructure booste aussi la totalité du business du hockey professionnel, c'est une chose, mais je tiens aussi à signaler aussi tout ce qui est formation. On se rend compte que quand il y a une nouvelle infrastructure, les mouvements juniors aussi grandissent. Il y a de grands défis au HCR aussi par rapport au mouvement junior, par rapport à la formation. On travaille très fort avec un regroupement valaisan maintenant avec tous les clubs du Valais. Donc on doit avoir ces équipes élites, ce qui fera aussi progresser nos premières équipes. J'ai encore une question par rapport à ce délai qui a un petit peu bougé. Tu as évoqué la possibilité de... Bah, vous allez continuer à jouer à Graben. Qu'est-ce qui doit être entrepris à court terme pour assurer justement l'accueil des spectateurs, que les joueurs soient aussi un outil de travail, joueurs et entraîneurs, hein, le club en général, un outil de travail à la hauteur des ambitions? Qu'est-ce qui va devoir être fait, par exemple, cette année et l'année prochaine pour typiquement élever un petit peu le niveau? Bon, déjà, depuis qu'on est en Suisse, on a chaque fois eu la licence sans condition, même au niveau de l'infrastructure. Donc, on a de la chance qu'on a la ville de Sierre nous soutient d'année en année pour investir de l'argent dans la patinoire. Même, c'est un petit peu frustrant parce qu'on se dit, cet argent, normalement, on aimerait une nouvelle infrastructure, ça nous coûterait moins cher à l'investissement chaque saison. Donc, au niveau du sport en lui-même, on est à jour, il n'y a pas de souci. Cette année, le HCR a investi pratiquement 100 000 francs pour un secteur visiteur. On a déplacé le secteur visiteur aussi avec des caméras, on a fait avec un écran. Donc, on essaye toujours de s'améliorer un petit peu, mais on reste sur du bricolage dans une infrastructure qui est très vieillissante. Et il faut être clair, pour pouvoir grandir, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport à une nouvelle patinoire, tu dois avoir de l'accueil du VIP, tu dois avoir tout ce que maintenant, actuellement, on n'a pas à Graben, on fait que de bricoler. Donc, on va continuer quelques années comme ça. On a de la chance que nos sponsors, notre public nous suit. On a aussi, il faut aussi le dire, une ambiance qui est assez chaude et incroyable à Graben. C'est ce qu'il n'y a peut-être pas forcément dans une patinoire qui est toute récente, mais on a besoin de cette nouvelle infrastructure pour pouvoir évoluer. Jean-Philippe, je sais pas, de ton côté, je pense qu'on a fait le tour des sujets de discussion avec Alain. Peut-être encore un commentaire, Alain, plutôt sur le côté sportif, puisque le record de points de Swiss League à la Ligue B a été battu vendredi par Dominique Forget, qui a détrôné un ancien Sirois d'ailleurs, Kelly Glova. Euh, Ta réaction là-dessus? Enfin, les records, c'est faut pour être battu, c'est bien. Après, ça m'impressionne toujours ces joueurs qui sont toujours, même avec l'âge, qui restent performants. C'est vraiment aussi un exemple pour les jeunes avec une bonne hygiène de vie, un fort travail, de pouvoir durer dans la ligue. On a aussi un joueur qui est chez nous, qui est aussi incroyable, qui a été très rarement blessé dans sa carrière, c'est un Tomáš Dolana. C'est des joueurs qui sont vraiment des exemples pour notre jeunesse. Et puis, continuer à travailler et puis d'avoir vraiment faire le meilleur aussi sportivement pour essayer d'accrocher des records. Il y a encore une question pour la saison prochaine, mais plus générale, c'est Vladi qui veut savoir un peu quelles décisions importantes ont été prises par les présidents de Swiss League pour 2022-2023. Au niveau de la Swiss League, Au niveau de la Swiss League, ouais. ah ouais. Bon, on a annoncé aussi par rapport au changement d'environnement avec C3 TV, de partir sur du streaming. Donc, les abonnés de Swiss League auront à disposition une plateforme pour voir les matchs en streaming. Il y a des choses qui sont en train de commercialiser aussi les différentes visibilités, naming de la ligue. Il y a encore beaucoup de travail,
mais il y a une chose est sûre, c'est qu'on veut donner plus de poids à la Swiss League maintenant qu'on a dû justement se mettre indépendant, tout en travaillant avec une très bonne collaboration avec la National League et puis avec la CIF, parce qu'on reste une grande famille du hockey et je pense que tout le monde doit travailler dans l'intérêt du hockey sur glace suisse, qui part de l'école de hockey jusqu'à notre équipe nationale. Des très bons mots. Est-ce que, enfin, dernière question plus pour l'organisation de cette émission, est-ce que tu veux rester avec nous pour parler des Jeux Olympiques, Alain? J'ai pas beaucoup suivi, j'ai vu les résultats de l'équipe suisse, mais je sais pas. Parce que tu es le bienvenu, hein, tu peux rester avec nous, il n'y a pas de souci. Je vais vous laisser en tant que professionnel de journaliste. Ok, voilà. Très Alors, bien. on va passer à la période de remerciements. Merci beaucoup, Alain, d'être venu dans cette émission. Ça a été très complet. On a pu apprendre beaucoup de choses, même si on n'a pas eu de scoop sur le futur entraîneur ou les renouvellements de contrat. On a bien noté que ce serait à la fin de la saison. On te souhaite une excellente semaine. On sait que tu seras vendredi à la Chaux-de-Fonds pour suivre le match. On te souhaite déjà un bon match, un bon derby demain, un bon match vendredi, et puis plein de succès pour cette fin de saison. Merci beaucoup, puis merci aussi du temps pris pour la Swiss League parce que je pense que c'est important, puis on a aussi besoin d'avoir ces différentes plateformes et de parler de cette belle ligue qui est la Swiss League. Merci à tous. Voilà. Et puis Jean-Philippe, on se retrouve le temps d'une petite transition pour parler des Voilà. Jeux Olympiques. Voilà, Jean-Philippe, on est plus que les deux, donc on va commencer avec les femmes, vu qu'elles ont joué cette nuit. Elles joueront pour le bronze. Ça, c'était ce qui était attendu, c'était l'objectif posé par la SIHF pour l'équipe de Colin Muller. Défaite 10-3 en demi-finale contre le Canada, mais au final, objectif atteint. Oui, objectif atteint, et puis on aimerait bien que ça se termine un petit peu comme en 2014 à Sochi. J'avais la chance d'être sur place à ce moment-là, et c'était l'équipe, il y a Sarah Forster qui était déjà là-bas. Il y avait, si je me souviens juste, c'était Florence Schelling qui était dans les buts. Je suis assez sûr même. Et puis, ouais, ça avait été une sacrée émotion là, dans ces JO russes. À voir maintenant, hein. L'adversaire n'est pas encore connu. On saura ça un peu plus tard dans la journée. Ce sera soit les Finlandaises, contre qui l'équipe de Suisse avait plutôt bien réussi puisqu'elles avaient gagné leur match en tour de qualification, ou bien les États-Unis, où là, ben, c'est un peu plus compliqué. Je crois il y a eu 8 buts encaissés, si je me souviens juste. Donc voilà, c'était 8 à à 0. voir. De tête comme ça, c'était 8-0 contre les États-Unis, donc effectivement, ce serait une surprise de retrouver les États-Unis dans le bronze et la Finlande pour l'or. Soyons honnêtes là-dessus, les États-Unis qui font une grosse impression. C'est vrai qu'il y a une grosse différence entre les équipes nord-américaines et le reste du monde au niveau du hockey féminin, mais on a vu une progression. Enfin, il me semble qu'on a vu une progression durant ce tournoi olympique du côté des femmes, avec alors certes une grosse claque au début contre le Canada, puis celle contre les États-Unis, mais on a vu cette progression avec la défaite contre la Russie, la victoire contre la Finlande, la victoire contre la Russie, un score un peu plus serré, entre guillemets, contre le Canada en demi-finale. C'est quelque chose d'important avant d'arriver dans ce match pour le bronze. Même si on sait que la Suisse compte surtout sur 3 joueuses, hein, la gardienne Andrea Brendli, et puis les 2 attaquantes Alina Müller et Lara Stalder qui ont à L2 19 points, et il faut chercher très loin pour trouver une deuxième Suissesse dans le classement des compteurs. C'est juste. Maintenant, oui, elle compte sur ces deux-là pour marquer, sur Brendley pour tenir la baraque, mais ça ne suffit pas. On peut pas dire qu'on compte que sur celle-ci. C'est une équipe, il y a de l'expérience aussi. Je parlais de Sarah Forster tout à l'heure, mais ce n'est pas la seule. On retrouve Phoebe Stens, qui n'est pas une nouvelle venue dans l'équipe non plus. Et puis, après, c'est clair que vous jouez une médaille, hein, admettons, contre la Finlande, tout est ouvert. Tout est ouvert. Ce que tu disais au niveau de la montée en puissance, ok, pourquoi pas. Il y a une chose qui est tellement difficile, c'est de voir le retard que les équipes ont sur le Canada et les États-Unis par rapport justement au niveau. Ça va tellement plus vite que, ma foi, le retard, il est comblé d'année en année, en tout cas pour des équipes comme la Suisse, comme la Finlande, la Suède, la Russie peut-être, la Suède dans une moindre mesure.
Mais ouais, le gap est encore énorme et c'est un petit peu à chaque fois, si Canada-États-Unis, ça doit être la finale. En tout cas, au début du tournoi, ils sont aux Jeux Olympiques. Oui, il y a eu une fois la Suède qui Il y a avait eu une pris la fois, place voilà, des exactement. États-Unis. Mais ce que je dis, c'est au début du tournoi, si vous devez, les parieurs, bah, c'est ces deux équipes-là qui voient en finale à chaque fois. Oui, c'est plus savoir qui gagne la médaille d'or que qui est en finale. Il y a Elodie qui nous dit nos féminines font plaisir, il faut le souligner. Bah, c'est exactement ce que l'on fait. C'est vrai elles font plaisir à voir et à continuer à avoir des bons résultats au plus haut niveau. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elles font partie de ce groupe A dans les compétitions parce qu'elles sont régulières sur la longueur, hein. On rappelle que le système dans le hockey féminin est légèrement différent où il y a un groupe A avec les meilleures équipes du tournoi qui font en fait un tour de classement et puis les autres équipes qui elles se battent pour les 3 dernières places en quart de finale et ensuite on retrouve parfois des matchs déjà faits. Ça a été le cas avec les Suisses qui ont donc joué 2 fois contre la Russie et qui ont réussi à inverser la tendance du tour de qualification. La, la petite finale, il me semble que c'est dans 2 jours, c'est le 16, j'ai oublié de noter la date très exactement, il me semble que c'est ça. Donc à suivre, ce sera peut-être, je sais plus quelle heure, mais je crois que c'est en début de matinée pour nous. Donc éventuellement, soyez devant votre écran pour les soutenir, pour aller chercher une deuxième médaille de bronze en 8 ans et succéder ainsi à l'équipe emmenée par Florence Schelling à l'époque, et puis peut-être voir Sarah Forster et Phoebe Stens avec une deuxième médaille olympique autour du cou, puisqu'elles étaient les deux, tu as souligné pour Sarah Forster, mais Phoebe Stens était aussi à Sochi. Exact. Exact. Et puis ça montre la voie, hein. Il y a déjà une victoire dans un knockout stage, comme on dit, dans un match à élimination directe. Les hommes de Patrick Fischer, eux, hein, comme je te donne une petite transition facile, ils attendent ça, hein. Une victoire dans un match à élimination directe, ça ferait aussi du bien. Ouais, alors parce que j'ai fait le calcul depuis 2016, depuis la nomination de Patrick Fischer comme entraîneur à la suite de Glenn Allen, il n'y a eu que 2 victoires lors des matchs à élimination directe, c'était lors du mondial 2018, pour 5 défaites, dont la finale de 2018 bien évidemment, mais c'est chaque fois en quart de finale ou en match de pré-qualification, je ne sais plus quel est le terme exact utilisé par huitième de finale, pré-quart de finale, tour de qualification, je ne sais plus, en 2018 à Pyeongchang avec cette défaite contre l'Allemagne 2-1. Forcément, on va parler des hommes. Alors, on commence avec la bonne nouvelle, peut-être celle qu'on a appris ce matin. Dario Simeone est sorti d'isolement et pas d'isolation, comme on a pu le lire sur le communiqué de la SIHF. Ça fait une option en plus pour Patrick Fischer et un joueur qui est frais mais qui est en manque de rythme. Qui est en manque de rythme, on a vu ce qui s'était passé avec Malguin. Malguin qui est sorti, qui a pu s'entraîner, qui est entré dans l'alignement au vu de ses qualités, de son patinage, de sa qualité devant le but, de créateur de jeu, etc. Il n'y a pas de problème. On était content de revoir Malguin avec le maillot de l'équipe de Suisse dans un tournoi international. Maintenant, Simeone, il est dans la même situation. On a vu le manque de rythme de Malguin. Est-ce que ce sera différent pour un joueur comme Simeone? Ben voilà, on ne peut pas le savoir. Ce qu'on sait, c'est on sait que Patrick Fischer, là, je pense que c'était un des premiers noms qu'il a dû mettre sur sa fiche au moment où il a su que les joueurs de NHL ne seraient pas là. Simeone, il a été blessé en début de saison, il a été coupé au mollet lors d'un match à Lausanne, une rééducation un peu plus longue que prévu. Et puis maintenant, ça fait 25 matchs qu'il joue, il est à 22 points, 11 buts, 11 assists en championnat. Donc vous êtes presque à 0,9 points par match. Forcément, ben voilà, c'est un gars c'est un droitier qui joue avec Grégory Hoffman d'habitude. Un Hoffman qui a eu un petit peu de la peine à se mettre dans le match, notamment lors de la dernière rencontre. Pourquoi pas remettre Simeone à une aile, Hoffman à l'autre, avec un centre avec lequel les deux s'entendent bien, ça peut marcher. La Suisse a besoin de marquer des buts, ils n'en ont pas marqué beaucoup, un contre la Tchéquie, un contre le Canada, un contre, pardon, pas le Canada, pas du tout. Non, 3 contre le Danemark. Voilà, il faut marquer plus, hein. Ça c'est certain, c'est un des choses, en powerplay notamment. Et puis d'un autre côté, essayer de. Alors là, Simeone, c'est pas vraiment un gars qui prend beaucoup de pénalités, mais essayer de faire donner ses coups de patin en plus plutôt que d'aller crocher ou retenir l'adversaire. Ça, c'est une question de mentalité qu'il faudra peut-être mettre. Maintenant, si c'est
c'est vite vu. Hein. Je crois que c'est dans La Liberté Romain Leffel qui disait bah, maintenant, tout est clair. Tu gagnes, tu continues, tu perds, tu rentres. Hein. C'est aussi simple que ça. Il y a Elodie, je vais faire un petit tour dans le chat. Le débat sur l'équipe nationale masculine est lancé dans le chat. Il y a Elodie qui dit: j'ai une question, pourquoi notre sélectionneur ne fait pas plus jouer des Motet et des Vermin, meilleurs compteurs de notre championnat, meilleurs compteurs suisses bien évidemment, ou des Andrigetto fantomatiques depuis ces JO? Bah, c'est la question qu'on s'est posée en préparant l'émission avec Jean-Philippe. Hein, à se demander pourquoi ils étaient en quatrième ligne alors que Vermin Malguin et Mottes, c'est les meilleurs compteurs, les meilleurs buteurs suisses qui sont à Pékin au niveau de la National League. Et il y en a deux qui sont, enfin il y en a un qui est en quatrième ligne et puis l'autre qui est 13e attaquant sur le dernier match. Et on n'a pas vu vraiment de changement durant le match. Moi, ça me dérange un petit peu ça, de dire on prend ces joueurs-là, mais finalement on n'a pas forcément les joueurs les plus en confiance devant. En tout cas, on n'essaie pas de donner la chance à ces joueurs-là d'aller marquer des buts. Je pense qu'il y a deux façons de voir les choses. Ou bien on se dit, mais pourquoi il ne change pas? Puis à ce moment-là, on utilise la petite phrase de faire toujours la même chose en espérant un résultat différent. C'est la définition de la folie. Alors voilà, ça c'est d'un côté. Et d'un autre côté, on se dit, on a mis quelque chose en place, ça a eu marché, il faut avoir confiance en ses idées et puis continuer d'avancer dans cette ligne-là. Parce que changer les choses, c'est revenir en arrière. Donc on peut voir les choses d'une façon ou d'une autre, parce que si on regarde Pyeongchang en 2018, la défaite contre l'Allemagne, c'était aux prolongations. Hein. On se souvient d'un certain Kaun, notamment, qui avait pas marqué, mais qui avait fait l'assist sur le but en prolong. Et puis ensuite, double bureau de la Suisse ces dernières années, Dominique Kaun. Voilà, exactement. Et puis, la même année, la même équipe va chercher l'argent au championnat, l'argent au championnat du monde. Donc, ouais. Mais est-ce que ça, c'est pas l'exemple même que finalement l'équipe de Suisse, elle est extrêmement dépendante de ses joueurs de NHL, et contrairement à ce qu'on a pu entendre avant, entre décembre et le début des Jeux, que la Suisse était peut-être avantagée par le fait que les autres nations étaient privées de leurs joueurs de NHL. Et alors ça, c'est une question de médias. Fischer, je pense qu'il s'en fiche. Il a un certain nombre de joueurs à prendre. Il sait que ceux-là, les Josi, Niederreiter, Fiala et autres, il ne peut pas les prendre. Il fait le mieux possible avec ce qu'il a. Je ne pense pas que les autres équipes font pareil. Maintenant, si on a pu le dire que ouais, alors notre championnat, c'est le meilleur après la NHL et la KHL, peut-être, en tout cas au niveau des salaires, c'est le cas. Maintenant, est-ce qu'il y a une relation salaire-médaille? Non, il n'y en a pas. En tout cas, pas là. Et puis, il ne faut pas oublier, la Suisse, là, va affronter les Tchèques. Tout est ouvert. Si la Suisse gagne, parce que ce n'est pas impossible de gagner, ce n'est pas parce que vous avez fait un tour qualificatif en dessous des attentes que vous n'êtes pas capable de vous sublimer sur un match ou deux. Ah, on se souvient de la Biélorussie en 2002 à Salt Lake City qui avait rien fait durant le tour de qualification, puis au quart de finale qui sort la Suède. Voilà, ou les Slovaques qui ont été champions du monde, enfin, c'est des choses qu'on n'attend pas. Ça peut arriver, alors ça va être extrêmement difficile d'aller bousculer des Canadiens en finale, ça, voilà. On se souvient que sur un match, ça s'était joué à très très peu de choses. Hein. En quart de finale, c'était, est-ce que c'était 2019 à Bratislava, je ne sais pas si c'était à Bratislava ou à Košice, je ne me souviens pas, mais c'était, je ne sais pas, moins d'une seconde ou une seconde avant la fin. Contre le Canada, les Canadiens. 1.2, puis prolongation, voilà, défaite en prolongation. Exactement. Donc là aussi, on était tout proche d'une demi-finale. Mais au final, on est à ça d'éliminer le Canada en quart de finale en 2019. Mais qu'est-ce qui reste dans l'esprit de Pascal Ebrard, par exemple? C'est une défaite dans un match à élimination directe. Mais la situation montre que, oui, au final, c'est ça, mais on n'était pas loin non plus. Et puis, la défaite contre les Allemands, l'année passée, c'est la même chose. C'était aussi très proche d'une demi-finale dans un tournoi majeur. Donc, on peut voir le verre à moitié plein et on peut voir le verre à moitié vide. Moi, je suis plutôt de ceux qui aiment voir le verre à moitié plein et puis de dire, OK, on joue contre les Tchèques, même si les Tchèques se sont un peu repris. Hein, ils avaient aussi été surpris par le Danemark en début de tournoi. C'est toujours la même chose, des joueurs qui n'ont pas l'habitude d'être ensemble. Ben, les Tchèques, c'est aussi ça. L'harmonie vient un peu avec les matchs. Alors, OK, ils seront peut-être
mieux dans tout ce qui est harmonie, de ce qui est les différentes. Quand on joue, enfin, les automatismes seront peut-être plus là, mais en Suisse aussi. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas de grands changements dans les alignements. Après, on peut voir aussi le verre à moitié plein, comme tu le disais tout à l'heure, hein, c'est que les Tchèques n'ont pas marqué contre la Suisse. C'est Yannick Weber qui a marqué contre la Suisse. Comme les Russes. Hein. Les Russes, c'est Enzo Cormier qui a marqué le but. Voilà, il y a aussi pas mal de malchance. Hein. On le voit aussi contre le Danemark. Hein. Au début du deuxième tiers, là, quand ils mènent 1-0, puis tout d'un coup, ils se prennent 2 buts en 21 secondes et un des buts, c'est sur un mauvais jeu défensif. Il y en a eu plusieurs et c'est peut-être ça qu'il faut corriger. Il y a Thierry qui dit le verre à moitié plein de problèmes avec un petit clin d'œil. Juste avant, il nous dit mais finalement, est-ce que la Suisse n'est pas à sa place naturelle? C'est la même question de Gaëtan qui nous dit est-ce que finalement la Suisse n'est pas à sa place quand on voit les résultats? Je sais. Ouais. Mais oui, elle est en quart de finale. Elle est en quart de finale, donc elle est en tout cas à sa place. Ah si, elle est en quart de finale. Pour l'instant, elle n'est pas en quart de finale. Oui, c'est vrai. On va être les Tchèques pour ça. Ouais. Admettons, moi j'avais déjà passé l'écueil, mais effectivement, je suis là un petit peu trop optimiste, c'est vrai. Si elle est en quart de finale, elle est à sa place. Les annonces, on veut une demi-finale, ok, c'est l'objectif. On sait que Patrick Fischer aime avoir des objectifs ambitieux, il les a remplis à une reprise. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais honnêtement, avec l'équipe qui est là et comment elle fonctionne, s'il y a un quart de finale, je pense qu'il faudra être pas soulagé, mais on va se dire, OK, ça passe. Ça dépend toujours. Vous créez des attentes auprès du public en disant on veut être dans le dernier carré, sans les joueurs de NHL. OK. Maintenant, je n'ai pas vu sur les matchs qui sont déroulés déjà, véritablement, on a vu typiquement contre le Danemark, alors OK, c'était une mauvaise performance, une grosse entame de match, ça n'a pas payé, et puis ensuite le Danemark est revenu, et là, je n'ai pas vu une équipe, en tout cas sur ces 40 dernières minutes contre le Danemark, peut-être la toute fin, où il y a eu un sursaut, mais ce milieu de match, je n'ai pas vu une équipe qui avait de quoi aller titiller le Canada ou la Suède, par exemple. Fabien nous dit, même sur un seul match, il faut quand même montrer autre chose et trouver une alchimie et des automatismes. C'est ce que ça va dans le sens que tu disais. Et puis il y avait une question d'Elodie sur la taille des patinoires. On rappelle que ce tournoi se joue sur un standard NHL, donc 26 mètres de large au lieu de 30. Est-ce que là, il n'y a pas une problématique? Parce que on n'a pas de patinoire comme ça en Suisse. Hein. À part aller jouer en Amérique du Nord, les joueurs n'ont pas l'habitude, mais en même temps, Red Aubert a gardé la cage longtemps en Amérique du Nord, donc on sait que c'est surtout pour les garder les défenseurs c'est compliqué. Yannick Weber a joué en Amérique du Nord très longtemps. Pour moi, c'est pas un problème. Puis toutes les autres équipes sont dans le même panier. Hein. Si on prend le Danemark, ils ont encore moins de joueurs qui ont d'expérience NHL qui sont dans la sélection. Et pourtant, ils ont battu les Tchèques et ils ont battu les Suisses. Et Hans Sellers ne nous a pas proposé un jeu absolument dégueulasse, 100% défensif avec son Danemark, parce qu'il a des joueurs qui sont capables d'aller marquer des buts, hein, comme Butker, comme Regin, on les connaît, on les voit en Suisse. Et peut-être qu'eux, ils ont des infos sur les gardiens que nous, on n'avait peut-être pas forcément sur Frédéric Dame. Oui, absolument, c'est juste. C'est juste, je ne pense pas que c'est une excuse, les patinoires, absolument pas. Tout le monde était au courant et il me semble même que lorsqu'ils font leur camp d'entraînement au On Your Marks à Zug, c'est une patinoire, il y a une patinoire à format NHL, si je ne me trompe pas. Il me semble que, alors j'ai jamais été au On Your Marks, mais il me semble que les bandes peuvent être adaptées au format souhaité. Voilà. Donc je pense qu'ils se sont entraînés sur le format NHL. Voilà. Après, là, j'ai vu Georges-Henri qui nous dit il y a la manière qui laisse à désirer. Je pense que si la Suisse arrive en demi-finale en étant dégueulasse, tout le monde sera content. Hein, on se rappelle aussi bien sûr. Certaines personnes adeptes du beau jeu flamboyant et tout ça, de la vitesse et tout, avaient des critiques assez acerbes envers Ralf Kruger quand il était à la tête de l'équipe de Suisse. Mais finalement, c'était pas si mal que ça. Hein. Il proposait comme Heinz Sellers un jeu à la hauteur de l'équipe qu'il avait à disposition. C'est-à-dire que c'était pas l'équipe la plus talentueuse au niveau international, mais c'était efficace pour
pour aller déranger les grandes nations et pousser les grandes nations à bout et à commettre des erreurs et à encaisser des buts. On se rappelle que Patrick Fischer a souvent voulu, grâce justement aux apports NHL et aux joueurs qu'il pouvait intégrer dans son équipe, jouer sur la vitesse des transitions, etc. Le hockey, c'est un petit peu maintenant partout comme ça. Et maintenant que ces joueurs extrêmement rapides, extrêmement skilled, que ce soit pour la première passe depuis la zone de défense ou bien pour éliminer un adversaire, trouver une solution, etc., il ne les a pas. Là, il doit forcément adapter un petit peu ça. On ne peut pas demander la même chose à Fabrice Herzog ou à Kevin Fiala. Hein, on est d'accord. Je prends un peu l'extrême là, mais bon. Ouais, c'est ça. Mais en attendant, il me semble que Fabrice Herzog a marqué. Oui, je sais. Il en a aussi raté pas mal, hein, oui. Si on prend le premier match. Mais bon, c'est comme ça. Ça, c'est des trucs de match. Ça peut arriver à n'importe qui. Il y a deux joueurs qui me manquent un peu, mais ma foi, ils n'étaient pas disponibles parce qu'ils étaient blessés ou pas assez remis. C'est Tristan Chervet et Noah Rod. Ces deux gars-là, ils vous font un boulot que peut-être d'autres sélectionnés ne sont pas capables de faire aussi bien. Ils sont capables de le faire, mais peut-être pas aussi bien. Le côté harceleur, le côté récupération de puck en zone offensive, et ça vous crée des occasions. On sait très bien que quand on récupère un puck en zone offensive et qu'on peut rapidement tirer au but, il y a beaucoup de chances, enfin plus de chances que de marquer que si on entre avec un dump et puis aller gratter le puck au fond. Et puis surtout l'avantage, c'est qu'eux, ils savent aussi aller se mettre, comme dirait Gilles Montandon, aux endroits où ça fait mal. Et oui. Ça les dérange pas d'aller là. C'est parfois un petit peu le souci des Suisses. Ouais, je dirais pas jusque-là. Je pense que les gens le font, mais vraiment aussi bien que ces deux-là, voilà, c'est le petit regret. Mais bon, c'est comme ça. On doit faire avec, on doit faire sans plutôt. Georges Henry précise en disant c'est surtout les passes qui arrivent pas dans les cannes qui me dérangent, dit-il. Et puis Christine dit merci Jean-Philippe pour ce commentaire. Voilà. On rappelle que le match contre les Tchèques, c'est demain matin, 9h40, hein, pour une place en quart de finale. Forcément, on croise les doigts pour voir l'équipe de Suisse faire un meilleur résultat, puis proposer un meilleur jeu, en tout cas un jeu plus efficace devant la cage adverse, puisque selon la stat officielle de l'IHF, c'est 4,49% de réussite devant le but adverse. C'est pas terrible, même sur 3 matchs seulement. Effectivement, là, l'échantillon est assez faible, mais bon, encore une fois, ça ne présage de rien du tout. On va voir, et puis on fera les comptes ou mardi ou plus tard. Voilà, parce que on l'a redit, hein, la médaille, on le redit, la médaille c'est toujours possible, mais il y a beaucoup de choses qui doivent se mettre en place, qui doivent cliquer pour arriver, en tout cas en demi-finale. Et là, on demande comment brasser les lignes. Alors là, j'ai évoqué l'entrée de Simeone avec Hoffman. Maintenant, on sait qu'Hoffman aime bien jouer avec A, c'est réciproquement, mais A, ça n'a pas tellement les faveurs du top 6 régulièrement avec Patrick Fischer. Il faut aussi se rappeler que Gaëtan Haas, il a un peu changé de façon de jouer, hein, notamment ces 2 ans en National Hockey League avec Edmonton, où il a vraiment dû passer d'un joueur très offensif, même s'il a toujours été assez, on va dire, sérieux dans ses tâches défensives de centre. C'était plutôt un 3e, 4e trio, hein, on est d'accord. Et là, forcément, on voit avec Bienne qu'il amène beaucoup de choses, que ce soit sur les engagements, que ce soit à 4 contre 5, etc. Mais c'est plus le sniper que ça a pu être. Après, alors dans les lignes, il y a la ligne zurichoise, hein, avec Hollenstein, Malgin et puis Andrighetto. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de potentiel dans cette ligne-là. Hein. Non, puis il y a quand même Hollenstein peut gratter, pas autant que Chervet et Rod, mais pour protéger ces deux coéquipiers et ces deux co-linemen. Toi, tu l'as connu à Genève. Hein. Ouais, bah écoute, c'est un joueur. Rapidement, on va dire. C'est un joueur, c'est un joueur avec son caractère et pas toujours impliqué à 100% dans ce qu'il fait, mais je pense que là, quand il est au jeu, il est impliqué à 100% et il montre aussi parfois certaines limites. Hein, on le voit en championnat. Il est parfois génial et puis parfois il est absent et puis on le voit pas pendant 3-4 matchs. C'est vraiment un trio hyper offensif, on est d'accord. Hein. Oui. Mais Andrighetto et Malgin ne sont pas des joueurs qui sont extrêmement appliqués dans leurs tâches défensives, on va dire. Peut-être là. Ça dépend quand. Ça dépend quand, mais peut-être là rajouter. C'est peut-être là qu'il faudrait mettre un joueur un peu plus
un peu plus Non, défensif. Drigato, on ne sait toujours pas combien de matchs il va être suspendu? Je Non, crois pas, toujours hein. pas. On le saura certainement lundi avec le recours de Genève Servette contre la décision, contre la suspension de Marc-Antoine Pouliot. Bon, on verra tout ça. Affaire à suivre. Exact. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Il ne reste plus qu'à parler du programme de la semaine parce qu'il y a quand même du hockey sur glace sur MySports à défaut de Jeux Olympiques. Alors je vous propose ça tout de suite. Et ça va surtout se passer en fin de semaine. On va commencer avec la e-National League. Ce sera sur Twitch jeudi à 19h40. Et puis de la Swiss League vendredi, on en a déjà parlé, le déplacement de Sierre à la chaux de fond à 19h40 sur MySports One. Il me semble que c'est toi Jean-Philippe qui sera aux commentaires. Oui, avec plaisir, je serai au Mélèze. On retrouvera le HCC dimanche sur MySports 5 à 17h30 contre Holton du côté du Klein Holst. Et puisqu'on était avec le HCCR, on retrouvera Dani Gelina dimanche pour la NHL à mes côtés pour le match entre les Carolina Hurricanes et les Pittsburgh Penguins. Ce sera à 19h30 sur MySports One. Et le soir, vous aurez également le documentaire, l'épisode 4 du documentaire 100% Ambry à 20h15 sur MySports 3. Une belle fin de soirée, une belle fin de semaine sans National League quand même, puisque le championnat reprendra dans une semaine et ce sera l'occasion du prochain Overtime de revenir sur la fin des Jeux Olympiques et surtout le début de la fin de saison de National League avec la course aux playoffs et aux pré-playoffs. On se réjouit, ça manque quand même un petit peu, le rythme. Je te remercie encore, Jean-Philippe, d'avoir été là. On remercie une nouvelle fois merci à tous. Alain Bonnet. Merci à vous aussi pour les commentaires. On vous rappelle le tirage au sort qu'on va faire dans quelques instants pour gagner le maillot d'Arnaud Montandon. On contactera le gagnant par message privé sur Facebook. Et on vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Twitter, Instagram, Facebook pour avoir les dernières actualités. Vous retrouvez ce podcast en rediffusion vidéo dans quelques instants sur Facebook et dans l'après-midi sur YouTube ainsi qu'en audio sur les plateformes de streaming. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, mettez un pouce en l'air pour saluer notre travail et puis ça aide pour le référencement sur la plateforme YouTube. Excellente semaine à tous, à lundi prochain, bye bye. Bonne journée, ciao.